une jeune femme de 18 ans conduisit sa voiture dans une autre ville et disparut sans laisser de traces, et une semaine plus tard, son corps fut retrouvé dans une rivière. La police n'avait aucun suspect, et sa voiture ne put être retrouvée pendant des années. Ce n'est que 14 ans plus tard que les proches de la jeune femme apprirent la terrible vérité. Lisa Kimmel est née le 18 juillet 1969 dans la petite ville américaine de Covington, dans le Tennessee. Ses parents eurent bientôt 2 autres filles, et en 1972, la famille déménagea dans une ville appelée Billings. Dès son plus jeune âge, la fille se distinguait par son indépendance et sa détermination. Elle aidait ses parents à s'occuper de ses petites sœurs et travaillait également à temps partiel dans un restaurant local. Grâce à cela, elle s'acheta une nouvelle Honda CRX avant même de terminer ses études secondaires. La jeune femme avait également personnalisé sa plaque d'immatriculation avec l'inscription « Little Miss », comme ses parents et sœurs l'appelaient souvent, et ces plaques allaient jouer un rôle significatif dans toute l'histoire. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1987, Lisa décida de continuer à travailler dans le restaurant malgré les objections de ses parents. Ils voulaient que leur fille aille à l'université, mais la jeune femme prévoyait de poursuivre une carrière dans sa direction choisie. Ils finirent par accepter que Lisa travaille pendant 1 an et qu'elle envisage ensuite d'aller à l'université. La jeune femme travaillait dans un grand restaurant de la chaîne Arby, où sa mère était la responsable régionale, et peu de temps après l'obtention de son diplôme, Lisa se vit proposer un poste de gestionnaire dans une autre ville. Elle devait se rendre dans la banlieue de Denver, à environ 900 km de chez elle, pour y gérer un restaurant. Pour la jeune femme de 18 ans qui venait de terminer le lycée, c'était un défi sérieux, mais Lisa accepta sans l'ombre d'un doute. De plus, sa mère se rendait fréquemment à Denver pour le travail, et elle se voyait presque chaque semaine. Parfois, la jeune femme se rendait elle-même chez sa famille à Billings. Le restaurant où Lisa travaillait était situé dans une ville appelée Aurora. Elle s'installa rapidement dans son nouvel environnement, loua un appartement et était généralement enthousiasmée par sa nouvelle vie. Elle se fit de nouveaux amis et quelques mois plus tard, elle commença à fréquenter un garçon prénommé Ed. Il se rendait souvent à Aurora, mais vivait à 800 miles de là. Le vendredi 25 mars 1988, Lisa se préparait avec impatience pour le week-end où elle avait de grands projets. Elle prévoyait de se rendre à Billings et d'y emmener son petit ami pour enfin le présenter à sa famille. Il habitait à Cody, dans le Wyoming, le long de son itinéraire. Lisa prévoyait de le récupérer et de continuer à conduire avec lui à partir de là. Elle quitta Aurora vers 16 heures. Elle avait environ 7 heures de route pour se rendre chez son petit ami. Après avoir parcouru environ 400 km, Lisa arriva à Douglas, dans le Wyoming. Apparemment, elle était pressée, car à 21 heures, un agent de police arrêta sa voiture pour excès de vitesse. Selon les relevés de son radar, Lisa roulait à environ 140 km/h. Il lui infligea une amende de $120, que la loi de l'État exigeait qu'elle remette à l'agent sur place. Lisa n'avait pas cette somme avec elle, alors l'agent de police lui suggéra de retirer l'argent au distributeur automatique de billets le plus proche de la route. Ils s'y rendirent, mais le terminal ne prenait pas en charge la carte bancaire de Lisa. Selon les règles, l'agent de police devait arrêter l'infraction qui était incapable de payer l'amende, mais l'homme accepta de laisser Lisa partir à condition qu'elle envoie un chèque au département de police local. La jeune femme monta dans sa voiture et reprit la route. Il lui restait environ 4 heures de route entre Douglas et la maison de son petit ami, mais l'homme ne l'attendit pas cette nuit-là et Ed s'endormit au petit matin. Lorsqu'il se réveilla vers 7 heures du matin, Lisa était toujours absente. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc il n'avait aucun moyen de la contacter. À la place, le gars commença à appeler les départements de police des 2 États. Il leur donna des informations sur Lisa et sa voiture, se demandant s'il s'était passé quelque chose. La police accepta les informations, mais refusa d'ouvrir un dossier de personnes disparues. La raison en était le fait que Lisa avait 18 ans et que trop peu de temps s'était écoulé depuis sa disparition. Le gars attendit encore quelques heures, puis commença à appeler des amis communs. Aucun d'entre eux ne savait où elle était. Il appela également le patron de Lisa, puis tenta de contacter ses parents, mais ils n'étaient pas chez eux. Ils revinrent des heures plus tard et leur téléphone sonnait sans arrêt. Plusieurs personnes essayaient de les contacter en même temps pour savoir si elles avaient des nouvelles de leur fille. Au début, les parents pensaient que Lisa avait simplement pris du retard et était encore sur la route. Elle avait emprunté cet itinéraire de nombreuses fois auparavant et il était difficile d'imaginer qu'il puisse lui être arrivé quelque chose, mais le temps passa et elle était toujours introuvable. Entre-temps, les parents avaient appelé Ed et l'avaient fait venir chez eux. La première rencontre que Lisa avait si longuement planifiée eut lieu sans elle et dans des circonstances aussi troublantes. 2 jours s'étaient écoulés.
La jeune femme restait injoignable et la police refusait de la rechercher. Selon la loi, il fallait attendre 72 heures avant de signaler une personne disparue. Les parents décidèrent de ne pas rester les bras croisés et de commencer à chercher par eux-mêmes. Le père de Lisa engagea un pilote d'avion léger pour survoler la route où la jeune femme était censée se trouver. Il espérait que cela aiderait à localiser sa voiture, mais la recherche fut infructueuse. Le père conduisit également une partie de cet itinéraire en voiture, mais il ne trouva aucun signe de Lisa. La famille ne s'arrêta pas là. Les parents de la jeune femme contactèrent un détective privé qu'ils connaissaient, qui avait déjà travaillé pour la police. Grâce à ses contacts, il parvint à convaincre le département de police local d'ouvrir une enquête sur la disparition de la jeune femme plus tôt que prévu. Malheureusement, ils ne trouvèrent aucune piste solide. La police détermina immédiatement que leur agent de patrouille avait arrêté Lisa la nuit de sa disparition, mais son destin restait inconnu. Une seule chose était claire, la jeune femme avait disparu avec sa voiture quelque part entre Douglas et la ville de Cody. La police avait fouillé la région le long de cet itinéraire, mais il y avait un problème important, nous parlons de centaines de kilomètres de champs, de forêts et de montagnes. Il a fallu des mois de travail et des milliers de personnes pour couvrir toute la zone. Pour cette raison, les recherches sur le terrain n'ont guère progressé, voire pas du tout. 8 jours s'étaient écoulés. Le matin du 2 avril, un homme appela la police. Il prétendait pêcher dans une rivière près de Casper, dans le Wyoming. À un moment donné, il remarqua un corps humain couché face contre terre dans l'eau. Peu de temps auparavant, le pêcheur avait entendu à la radio que la police recherchait une jeune femme disparue, il pensa donc immédiatement qu'il s'agissait d'elle. Les détectives arrivèrent sur les lieux, sortirent le corps de l'eau et déterminèrent que la défunte était effectivement Lisa. Les experts médicaux étudièrent le corps et firent une terrible découverte. Ils déterminèrent que la jeune femme était décédée environ 6 jours après sa disparition, c'est-à-dire que Lisa était morte seulement 2 jours avant la découverte et les détectives devaient comprendre où elle se trouvait pendant tout ce temps. Cela dit, la police pensait initialement que la mort était survenue environ 5 heures après sa disparition, ce qui causa plus tard de la confusion. Les médecins déterminèrent également que la jeune femme avait été agressée de son vivant et qu'ils découvrirent plusieurs coups de couteau et des contusions sur son corps. Apparemment, elle avait été jetée dans l'eau depuis un pont alors qu'elle était inconsciente. La police confirma plus tard cette version, trouvant du sang sur le pont. Enfin, les experts médicaux prélevèrent un échantillon de sperme masculin sur le corps de la jeune femme, qui appartenait apparemment au tueur. Il fut envoyé à un laboratoire, mais à cette époque, les outils pour étudier l'ADN étaient très limités, le laboratoire local ne disposait tout simplement pas des ressources nécessaires pour extraire le profil du coupable. Les enquêteurs ont conclu que le tueur était probablement un résident local qui habitait près de la rivière. Cela a été confirmé par le fait que le pont duquel la jeune femme avait été jetée se trouvait dans une région sauvage isolée. Il n'avait pas été utilisé depuis longtemps et pour y accéder, il fallait tourner depuis la route principale sur une route de campagne et rouler une certaine distance. Sur cette base, la police supposait que seule une personne connaissant bien la région aurait pu choisir ce pont pour se débarrasser d'un corps. Les détectives se sont concentrés sur la recherche de la voiture de Lisa. Ils supposaient que le tueur l'avait conduite quelque part et qu'il pourrait y avoir des indices supplémentaires à l'intérieur, mais la voiture semblait avoir disparu et ils ne pouvaient pas la trouver. Les enquêteurs ont activement partagé des informations sur l'affaire avec le public, espérant que quelqu'un aurait des informations utiles. L'affaire a également été largement médiatisée et de nombreuses personnes se sont manifestées, mais là, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Au total, la police a reçu plus d'une centaine d'appels. Les gens affirmaient avoir vu une Honda CRX avec des plaques d'immatriculation Little Miss, ainsi que Lisa elle-même, mais ces témoignages provenaient de différents États, voire même du Canada. Quelques témoignages semblaient plus convaincants pour la police. 5 témoins différents prétendaient avoir vu la voiture elle-même avec la plaque d'immatriculation Little Miss, conduite par une jeune femme qui ressemblait étroitement à Lisa. Sauf que c'était quelques jours après sa disparition, les 26 et 27 mars. Il est difficile d'imaginer que la jeune femme soit restée dans la région de Casper pendant plusieurs jours, pour quelque raison que ce soit, sans juger nécessaire d'appeler ses proches. De plus, elle devait aller travailler le lundi, et elle n'aurait jamais manqué cela. Un témoin a déclaré qu'il y avait un homme assis dans la voiture avec Lisa, mais la police n'a pas pu confirmer cette information. Sur la base de toutes ces déclarations, les détectives ont dressé 7 portraits des hommes présumés ayant été vus près de Lisa, mais aucun d'entre eux n'a aidé l'enquête. Les descriptions étaient trop différentes pour identifier un homme en particulier. La police a remis en question les déclarations de tous ces témoins. Ils admettaient que le tueur aurait pu conduire la voiture de Lisa,
mais il n'y avait aucune explication logique selon laquelle elle aurait pu elle-même circuler dans la région tout le week-end sans appeler ses parents depuis une cabine téléphonique à proximité. Apparemment, l'un des témoins avait réellement vu le tueur conduire la voiture de Lisa pour la cacher, et le reste du témoignage était soit erroné, soit complètement faux. La police a ultérieurement établi qu'il y avait plusieurs modèles de voitures similaires immatriculées dans cette région et les témoins auraient très bien pu les confondre. Au cours de l'enquête, les détectives ont identifié plusieurs suspects, mais ils se sont tous révélés ne pas être impliqués dans l'affaire. 6 mois plus tard, la police a reçu un nouveau tuyau. Quelqu'un a épinglé une enveloppe sur la tombe de Lisa avec une note. Au nom d'un homme, il était écrit qu'il regrettait Lisa et qualifiait sa mort de perte douloureuse. La lettre était signée Stringfellow Hawk, un personnage d'une série télévisée populaire à l'époque. À première vue, il n'y avait rien de suspect dans la note, mais tous les proches et connaissances de Lisa ont nié avoir eu quoi que ce soit à voir avec la lettre. Les détectives ont donc supposé que le tueur aurait pu l'avoir laissée. En mars 1989, exactement un an après la disparition de Lisa, l'affaire a été diffusée dans une émission de télévision populaire consacrée aux crimes non résolus. Étant donné qu'elle était regardée par des millions de téléspectateurs à travers le pays, la police a reçu de nombreux appels avec des informations. Il a fallu des mois et des renforts pour les détectives locaux pour les vérifier. Les parents de Lisa estimaient que le département de police local ne pouvait pas gérer le volume de conseils et d'informations reçus après la diffusion de l'émission. Pour cette raison, ils voulaient que le FBI prenne en charge le meurtre de leur fille, mais le shérif Ron Ketchum était très négatif à l'idée et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de céder l'affaire. Malgré cela, un an plus tard, les parents de Lisa ont quand même réussi à impliquer les enquêteurs fédéraux dans l'affaire, avec le soutien des autorités supérieures. Ils se sont impliqués dans l'enquête et voulaient travailler avec le shérif, mais il n'a pas coopéré et n'a même pas retourné leurs appels. Grâce à l'implication du FBI, les détectives ont finalement pu examiner un échantillon d'ADN provenant du corps de la victime dans un laboratoire fédéral. Il a été comparé à l'échantillon du petit ami de Lisa, et il ne correspondait pas. Il n'avait pas été considéré comme un suspect auparavant, mais les enquêteurs ont décidé de s'assurer à 100%. Ensuite, ils ont décidé de vérifier le patrouilleur qui avait arrêté Lisa peu de temps avant sa disparition. Il avait un enregistrement d'une conversation avec la jeune femme qui montrait qu'il lui disait au revoir, mais les détectives ont admis qu'il aurait pu suivre Lisa et l'attaquer plus tard. L'agent a immédiatement accepté de fournir son échantillon d'ADN, qui ne correspondait pas à celui du tueur. Le prochain témoignage inattendu est survenu après qu'une station de radio locale a diffusé une émission sur le meurtre de Lisa. La police a été contactée par un témoin qui a déclaré avoir vu la jeune femme arrêtée sur la route par le shérif Ron Ketchum le jour de sa disparition, et il y avait des moments vraiment suspects ici. Le shérif lui-même n'a jamais dit qu'il avait arrêté Lisa cette nuit-là. Il s'est également opposé activement à l'implication du FBI dans l'affaire et, comme par hasard, exactement 2 ans après le meurtre de Lisa, un homme a démissionné de ses fonctions et a tenté de se suicider. On a pu le récupérer et il suivait un traitement psychologique à ce moment-là. Les enquêteurs sont venus lui poser des questions, mais Ron a plaidé non coupable et a refusé de fournir un échantillon d'ADN. Tout cela semblait suspect et les enquêteurs ont commencé à le considérer sérieusement comme un suspect, mais quelques mois plus tard, lorsqu'ils étaient prêts à demander un mandat judiciaire pour obtenir un échantillon d'ADN, l'homme en a fourni un lui-même et il ne correspondait pas à l'échantillon du tueur. Il n'est pas clair pourquoi le shérif se comportait de manière si étrange s'il n'avait rien à voir avec le meurtre de Lisa. Ses collègues ont souligné qu'il avait toujours été une personne complexe et fermée qui avait vécu la guerre du Vietnam, il se comportait donc ainsi même avant la disparition de la jeune femme. À ce stade, la police était à court de pistes sérieuses. En 1992, ils ont publié plus de données sur l'affaire dans l'espoir de trouver de nouveaux témoins. Selon la version principale de l'enquête, il pourrait y avoir plusieurs auteurs. Il est probable qu'un homme ait enlevé et tué Lisa, mais quelqu'un l'aurait aidé à se débarrasser de la voiture. Les enquêteurs pensaient également que la jeune femme avait été enlevée lors d'un contrôle routier dans une station-service ou ailleurs. Ils ont exclu la possibilité que Lisa ait pris un autostoppeur, car la jeune femme était très prudente. Peu de temps avant ces événements, la voiture de Lisa était tombée en panne sur la route et un autre conducteur s'était arrêté pour l'aider. La jeune femme n'est pas sortie de la voiture et n'a baissé que légèrement sa fenêtre pour lui parler, car elle comprenait les risques potentiels. La police n'a jamais réussi à obtenir de nouvelles pistes, et l'affaire est restée non résolue pendant encore 10 ans. Ce n'est qu'en juillet 2002 qu'une percée tant attendue les attendait. Le service de police local a rouvert l'enquête et la première chose qu'ils ont faite a été de mettre l'échantillon d'ADN du tueur dans la base de données du FBI. Elle n'existait pas encore à la fin des années 80 et il a fallu de nombreuses années pour qu'elle soit utilisée en masse à travers le pays.
Lorsqu'ils y ont ajouté un échantillon provenant du corps de Lisa, les enquêteurs ont immédiatement obtenu une correspondance. L'échantillon appartenait à un homme de 59 ans nommé Dal Weinington, qui était en prison à l'époque. Il avait été arrêté en 1997 pour une agression armée sur une famille. Un jeune couple et leur enfant circulaient dans la nature sauvage du Wyoming lorsque leur voiture est tombée en panne. Dal est passé et s'est arrêté pour les aider. Il a inspecté la voiture et a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de la réparer sur place, alors il a proposé à la famille de les conduire à la station-service la plus proche, qui appartenait soi-disant à son frère. Ils ont accepté et sont montés dans sa camionnette, et quelques kilomètres plus loin, Dal a déclaré qu'il était fatigué et avait besoin de dormir. Il a demandé à la femme de conduire, et il est monté à l'arrière de la camionnette lui-même. Lorsque la voiture a démarré, il a sorti son fusil et a ordonné à la femme de se diriger vers une route de campagne, mais la femme a tourné le volant si fort que Dal a perdu l'équilibre et a laissé tomber son arme. Ils sont sortis de la voiture et le criminel a sorti un couteau, mais à ce moment-là, le père de famille a saisi le fusil et a frappé Dal avec la crosse. La famille est ensuite montée dans sa camionnette et a conduit jusqu'au poste de police le plus proche. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux, ont localisé Dal à proximité et l'ont arrêté. Lors de son procès, on a découvert qu'il avait plusieurs handicaps mentaux, alors au lieu d'aller en prison, il a été envoyé dans un établissement de rééducation fermé. L'idée des autorités était qu'il y passerait plusieurs années, pendant lesquelles il serait aidé à reprendre sa vie en main, à apprendre un métier, et ainsi de suite. Cependant, il s'est échappé après quelques mois, ce qui lui a valu d'être arrêté et envoyé en prison pour 5 ans. Ce qui est important ici, c'est qu'avant d'être incarcéré, un échantillon d'ADN a été prélevé sur Dal et inséré dans la base de données du FBI. C'est grâce à cela que les enquêteurs de l'affaire Lisa ont enfin trouvé une correspondance. Il avait 43 ans au moment du meurtre de Lisa et vivait près de cette région. En examinant le passé de Dal, les forces de l'ordre ont découvert une longue liste d'infractions derrière lui. Il a commis son premier crime grave à l'âge de 16 ans. Dal a vendu des pastèques à une femme et s'est proposé de l'aider à les porter chez elle. Lorsqu'ils sont entrés dans les locaux, la femme a examiné les pastèques et a constaté qu'elles étaient pourries. Elle a refusé de les payer et après une brève altercation, Dal l'a poignardé puis s'est enfui. L'homme a été arrêté le lendemain, et le tribunal l'a envoyé en traitement obligatoire. On lui a diagnostiqué plusieurs troubles mentaux modérés. Après avoir reçu un traitement, il changeait constamment d'emploi car il ne parvenait pas à s'établir dans un poste. Quelque temps plus tard, il s'est marié et le couple a eu 3 enfants. Le mariage n'était pas heureux, le couple se disputait constamment et a divorcé après 15 ans. En 1996, il a déménagé dans une ville appelée Monota, à seulement 1 heure de Casper. Là-bas, sa belle famille possédait plusieurs bâtiments inachevés et un bus transformé en logement sur la propriété. C'est là que Dal s'est installé. Les conditions de vie dans ce bus étaient précaires, avec seulement un petit lit. De temps en temps, il se rendait chez un voisin pour prendre une douche. En conséquence, il s'agissait d'un récidiviste invétéré avant l'enquête, dont l'ADN a été retrouvé sur le corps de Lisa, mais il voulait plus de preuves avant de pouvoir l'accuser. Les agents se sont rendus au poste de police où il vivait avant son arrestation. Plusieurs voisins vivaient à une courte distance de là, et l'un d'eux a raconté aux enquêteurs une histoire intéressante. Selon lui, à peu près à la même époque où Lisa a disparu, Dal a creusé un énorme trou sur sa propriété. Il prétendait qu'il allait y installer une fosse septique, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Les enquêteurs ont fouillé le terrain et ont trouvé ce qu'ils avaient déjà deviné: la voiture de Lisa avec les plaques « Little Miss » était là. Avec toutes ces informations en main, la police s'est mise à rassembler toutes les données nécessaires pour constituer un dossier solide contre Dal, car il disposait de suffisamment de temps. Pendant son séjour en prison, l'homme avait tué son codétenu, il faudrait donc attendre un certain temps avant sa libération. En avril 2003, il a finalement été inculpé du meurtre de Lisa Kimmel. L'homme a refusé de plaider coupable, et l'affaire est donc allée devant les tribunaux. En raison de la bureaucratie habituelle du système judiciaire américain, le procès n'a pas commencé avant 1 an. L'accusation a fait témoigner l'autre codétenu de Dal. Selon lui, l'homme lui aurait avoué le meurtre de Lisa et lui aurait raconté tous les détails. On prétendait que la jeune femme l'aurait vu sur le bord de la route, se serait arrêtée et aurait accepté de lui donner un lift. À un moment donné, Dal aurait tenté de la molester, mais elle l'aurait repoussé. Alors il aurait sorti une arme et l'aurait obligée à se rendre chez lui, où il l'aurait retenue pendant plusieurs jours avant de la tuer. Cependant, personne ne croyait à cette version. Les parents de Lisa affirmaient qu'elle n'aurait jamais fait un arrêt nocturne en pleine nature pour prendre un autostoppeur. Soit Dal mentait à son codétenu, soit il avait inventé cette histoire pour réduire sa peine en témoignant, ce qui lui donnait clairement une raison de mentir.
Selon l'enquête, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est plus probable que Lisa se soit arrêtée dans une station-service et que c'est là que Dal l'ait attaquée. Ils ont même nommé une station-service spécifique entre Casper et la maison de Dal. Lisa devait passer devant en se rendant à Cody. Dal s'y rendait souvent lui-même pour utiliser les toilettes publiques et l'évier, car il n'avait pas d'eau sur sa propriété. Il a probablement pénétré dans sa voiture et, armé d'une arme à feu, l'a forcé à conduire jusqu'à un endroit isolé, puis l'a ramené à sa station et l'a retenu dans le bus. Quelques jours plus tard, il a décidé de s'en débarrasser, l'a emmené sur ce pont, l'a poignardé plusieurs fois et l'a jeté dans l'eau. Les experts ont également comparé l'écriture de la note laissée sur la tombe de Lisa à celle de Dal. Ils ont trouvé une grande similarité, mais il était difficile de la considérer comme une preuve devant un tribunal. Quoi qu'il en soit, les preuves ADN sur le corps et la voiture retrouvée sur la propriété de Dal étaient suffisantes pour le condamner. Même les avocats l'ont compris, et ils ont essayé d'éviter la peine de mort pour leurs clients plutôt qu'un complet acquittement. Ils ont souligné les anomalies mentales qui l'empêchaient d'assumer pleinement ses actes, mais tout cela était vain. Le jury a déclaré Dal coupable, et par conséquent, il a été condamné à mort. Les parents de Lisa ont ensuite intenté une action en justice contre lui, qui a été acceptée par le tribunal. Dal a été dépossédé du terrain, avec les bâtiments qui s'y trouvaient, et tout a été remis entre les mains des parents de la jeune femme. Ces derniers, avec l'aide des pompiers, ont incendié toutes ces structures le jour de l'anniversaire de Lisa. Depuis la condamnation, les avocats de Dal ont déposé de nombreuses demandes d'appel pour annuler la peine de mort, qui ont toujours été rejetées. Cependant, en 2010, la Cour a accepté l'appel et a fixé une nouvelle audience. L'appel a été accepté au motif que la Cour n'avait pas tenu compte des graves troubles de l'enfance, des handicaps mentaux et des retards de développement du prévenu lors de la détermination de la peine. De plus, les avocats ont remis en question le témoignage du co-détenu de Dal. Le jury n'avait pas été averti que l'homme s'était vu promettre une réduction de peine pour cela, il est donc possible que son témoignage ait été inventé. Malgré tout cela, il n'est pas question d'annuler complètement la peine. Dal est toujours en prison et a actuellement 78 ans, donc la peine de mort est peu probable. Il convient de mentionner un dernier point dans toute cette histoire. Il y a eu plusieurs meurtres et disparitions étranges de jeunes femmes dans la région où Dal vivait, qui n'ont pas encore été résolus. La police n'a pas d'éléments de preuve, mais elle admet que Dal aurait pu être le tueur. Toute sa biographie indique qu'il est clairement enclin à des crimes en série, il est donc possible que Lisa Kimmel n'ait pas été sa seule victime. Partagez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Merci de votre attention.